Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, le Sénégal a atteint une situation qui dépasse l'ampleur des inondations de 2012 selon le Parti démocratique sénégalais. Le PDS demande au chef de l'État de dissoudre certaines institutions comme le HCCT, la délégation pour le dialogue des territoires, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental pour mettre les 16 milliards de budget de ces institutions à l'aide aux populations et renforcer l'enveloppe du plan Orsec. Boutoupa Kamarakunda, une localité située dans le sud du pays, est en ce moment complètement isolée du reste du département de Ziguinchor. Les fortes pluies ont causé l'effondrement du pont entre Mawa et Kamarakunda. Les populations et les autorités impuissantes demandent une aide d'urgence. Le Sénégal est classé deuxième pays dans le monde et premier en Afrique dans la riposte contre la Covid-19 et cité en exemple dans le monde selon le ministre de la Santé. Abdoulaye Diouf Sarr engage les acteurs et partenaires de la riposte à poursuivre la mobilisation. À Bamako, l'architecture et les organes de la transition, 2 points inscrits à l'ordre du jour de ce vendredi pour poursuivre les assises consacrées à la transition après une première journée déroulée sur fond de tension entre les forces de l'ordre et la jeunesse du mouvement du 5 juin. On va également s'intéresser à la présidentielle en Côte d'Ivoire où l'opposition demande le rejet de la candidature de Ouattara. Info Santé complète cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Marie-Rosa Lindiaye. Échec total et gestion incohérente des inondations, c'est le constat fait par le Parti démocratique sénégalais après sa visite à Thiaroye-sur-Mer, Keur Massar, Yeumbeul Sud, Djida, Thiaroye Kao et Guinaw Rail Sud. Face au calvaire des populations de ces différentes localités, le PDS exige la suppression du HCCT et du 16 de mettre à terre le financement du chef de l'opposition pour améliorer l'enveloppe du plan Orsec. Dr Cherdien, maire de Djida, Thiaroye Kao avec Josette Kali. Rappelez que le président Macky Sall avait dissolu le Sénat pour transférer son budget de fonctionnement de 4 milliards au titre de la lutte contre les inondations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons atteint une situation qui dépasse l'ampleur des inondations que nous avions en 2012 quand il prenait cette décision. Le PDS voudrait l'appeler donc à dissoudre aujourd'hui le HCCT, à dissoudre également la délégation pour le dialogue des territoires, à dissoudre le Conseil économique et social pour économiser les 16 milliards de budget de ces institutions-là pour venir en aide aux populations parce que les populations sont diminuées. Les populations sont dans des conditions difficiles et nous avons constaté sur le terrain qu'il y a des problèmes de mobilisation des ressources même pour le plan Orsec. Or, après le plan Orsec, il faudra également penser à un plan de relèvement de ces populations qui ont été impactées. Il faudrait aussi penser à dédommager les populations qui ont perdu tous leurs biens dans ces inondations par la faute, par l'imprévoyance du gouvernement de Macky Sall. Il est également nécessaire, dans un contexte où les 2 milliards qui seraient dévolus comme budget pour le fonctionnement donc de cette station, nous voulons appeler le président Macky Sall à consacrer ce budget du chef de l'opposition au titre de l'aide dont les populations ont besoin pour venir au secours des populations impactées par les inondations. C'est la réaction du docteur Cherdien, maire de Djida, Thiaroye Kao, à l'issue de la visite effectuée par le Parti démocratique sénégalais dans les zones inondées. Le PDS qui demande au chef de l'État Macky Sall de dissoudre certaines institutions comme le HCCT, la délégation pour le dialogue des territoires, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental afin de renforcer l'enveloppe du plan Orsec. Les populations de Boutoupa Kamarakunda dans le sud du pays sollicitent une aide d'urgence après l'effondrement du pont entre Mawa et Kamarakunda, un pont coupé par les eaux de pluie qui s'ajoute à une série de dégâts déjà causés par les fortes pluies qui isolent complètement cette localité du département de Ziguinchor, Ignace Ndeye. La localité en ce moment complètement isolée du reste du département. Le pont entre Mawa et Kamarakunda s'est effondré sous l'effet des eaux de pluie. À la désolation totale de ces populations impuissantes devant les dégâts, le maire de la commune de Boutoupa Kamarakunda et ses populations sur place ne font que constater les dégâts. Malangasama décrit la situation
situation. Le pont entre Mawa et Kamarakunda. C'est le pont là qui est coupé. Le pont qui donne accès à Boutoupa. Vraiment, nous sommes avec les militaires qui sont venus pour nous donner des mains fortes sur la route pour voir comment nous pouvons. Mais c'est impossible. La distance coupée peut faire au minimum 2,50 m. 3 mètres environ, voilà. Boutoupa est coupé des autres localités et en même temps aussi Boutoupa est inaccessible parce que les 3 pistes sont coupées aujourd'hui par l'eau. En passant par Boutout, pour Boutoupa aussi, toute la route là est inondée. En passant par Yabon, la route là aussi est coupée. Donc actuellement Boutoupa est inaccessible. Un pont coupé qui vient enfler le désarroi de ces populations déjà très éprouvées par les dégâts causés par ces fortes pluies. Des maisons effondrées, des voies d'accès coupées. En attendant le recensement des sinistrés, les autorités, elles, sollicitent pour le moment une aide d'urgence pour ce pont entre Mawa et Kamarakunda. Je demande vraiment des secours d'urgence aux autorités sénégalaises. À toutes les autorités sénégalaises, je demande des secours d'urgence pour la commune de Boutoupa Kamarakunda qui est aujourd'hui coupée du reste du monde. Toutes les voies sont coupées aujourd'hui par ces fortes pluies. Le pont surtout nous a isolés des autres villages. Et l'accès au chef-lieu de la commune est impossible à cause de l'état de la route qui est coupé. Ce pont entre Mawa et Kamarakunda, trait d'union entre Boutoupa et les autres localités, sème en ce moment le désarroi chez les populations de Boutoupa Kamarakunda qui sont sorties massivement pour constater l'ampleur des dégâts dans cette zone où toutes les voies d'accès sont inondées et coupées par les eaux de pluie. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Inondation à Nianing Malicounda dans le département de Mbour. Le maire de la dite localité est allé au chevet des populations, occasion saisie par le maire pour condamner la démarche de certains leaders de partis qui jouent à la récupération politique. Babacar Sow. Inondation provenant des dernières pluies diluviennes. Nianing dans le département de Mbour n'a pas été épargnée. Une situation beaucoup plus aggravée par la rivière venant de Balabougou qui traverse la localité, ce qui n'est pas sans conséquence au niveau de la cinquantaine de maisons, justant le ravin des maisons qui ont reçu beaucoup d'eau pluviale, une situation qui a fait perdre le sommeil aux populations. Le maire Maguette Sen leur a rendu visite. Il a beaucoup plu au Sénégal ces derniers jours. Ce n'est pas ici seulement, c'est dans l'ensemble du continent africain. Une situation qui a surpris tout le monde. La situation est aggravée ici à Mbour par la rivière venant de Balabougou qui traverse la ville. Plus d'une cinquantaine de maisons ont reçu ces eaux parce qu'ils sont en face de ce ravin. Un maire qui se désole du comportement d'une certaine frange de la classe politique à Nianing, des politiciens qui, pendant que les autorités cherchent des solutions, jouent à la récupération. Maguette Sen, maire de Malicounda. Pendant que nous cherchons des solutions à ces inondations, une certaine frange de la classe politique joue à la récupération. Nous condamnons cette situation. Ce n'est pas le moment de faire de la politique. On est là depuis le matin et nous serons toujours avec ces populations. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Les récentes fortes pluies ont impacté sur les récoltes de la campagne de cette saison 2020 car 2% des superficies n'ont pas été récoltées. L'annonce est faite par le directeur de la SAED qui parle de perte de plusieurs hectares. Aboubakry Sow révèle que les 50% d'embravures ont déjà été dépassés par rapport à cette campagne hivernale qui vise 40 000 hectares. Ces propos sont ici recueillis par Yves Tendeng. Les campagnes se succèdent donc au niveau de la vallée du fleuve Sénégal et justement c'est un de nos objectifs et c'est ce que nous voulons éventuellement vraiment intensifier pour emblaver beaucoup plus de superficie afin donc que la vallée puisse contribuer de manière sensible donc au programme national d'autosuffisance en riz. Alors pour ce qui est donc de la saison sèche chaude, nous l'avions dit plusieurs fois, c'est plus de 50 000 hectares qui ont été emblavés donc en riz, ce qui constituait quand même un record, 50 000 hectares. C'est pour la première fois donc au niveau de la vallée qu'une superficie donc aussi importante a été donc emblavée en saison sèche chaude. Aujourd'hui les récoltes sont, on peut dire, complètement terminées, mais il y a eu quand même
même quelques difficultés que nous avons eues. Donc on peut dire que les superficies qui ont été récoltées font à peu près 98%. Il y a 2% qui n'ont pas été récoltés et ces 2% n'ont pas été récoltés malheureusement pour des problèmes donc, de pluie. On a eu donc beaucoup de pluie et ça a empêché donc les gens de pouvoir donc récolter ces 2%. Et ça représente quand même une superficie qui est inférieure même à 600 hectares. Mais quand même c'est important pour quand même le producteur parce qu'il y en a quelques producteurs qui ont perdu, individuels qui ont perdu 30 hectares. C'est le cas de Loumassar, d'autres Ivan Bari qui a perdu peut-être 20 ou 30 hectares. Donc quand même c'est important. Et au niveau aussi des privés qui se trouvent donc au niveau de Rosso, il y en a aussi qui ont perdu aussi des superficies globalement qui tournent autour de 150-200 hectares. C'est assez important. Mais vu de manière globale, on voit quand même que bon, les résultats ont été satisfaisants. Et cela est dû au fait que donc, les pluies sont arrivées donc, plus tôt que prévu. Et heureusement, l'État du Sénégal, par le biais donc, de son Excellence le président Macky Sall et le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé, ont apporté donc, un soutien extrêmement important et qui ont permis aujourd'hui d'atteindre donc, ces résultats-là avec ces apports donc, de plus de 19 moissonneuses batteuses au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, ce qui a permis donc, d'ailleurs de pouvoir récolter une bonne partie donc, de ces superficies-là donc, dans le courant donc, du mois d'août. Restons à Saint-Louis où plus de 15 000 tonnes d'engrais ont été mises à la disposition des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal pour ce qui concerne la campagne de contre-saison chaude 2020 et plus de 12 000 tonnes prévues pour cet hivernage. L'objectif est de permettre à ces producteurs d'accroître leur production et leur productivité. 800 organisations paysannes ont été financées par la Banque agricole, soit plus de 16 000 producteurs. Yves Tendeng. C'est une importante quantité d'engrais qui a été mise cette année à la disposition des agriculteurs au niveau de la vallée du fleuve Sénégal par l'État à travers la SAED en vue de les accompagner. Ceci dans le seul but d'augmenter leur production et leur productivité, précise Amadou Baldé, DRDR de Saint-Louis. Donc globalement en termes de durée, on a eu à faire des réalisations de mise en place de l'ordre de 15 000 tonnes à durée pour toute la vallée de Daougarna jusqu'à Podor. Et pour le DAP, je pense qu'on a eu à faire des réalisations de 2800 tonnes de DAP. Et ça a permis, en tout cas, au moment où je vous parle, en tout cas, d'avoir de bons résultats au niveau de la production. Concernant maintenant l'hivernage, cette année, on a eu un hivernage très précoce et qui a permis, en tout cas, aux producteurs aussi d'entrer en campagne. En termes aujourd'hui de réalisation et de mise en place, on a un objectif de mise en place de 12 000 tonnes. Toutes formules confondues. De l'accompagnement, les producteurs de la vallée du fleuve en ont également bénéficié de la part de la Banque agricole en termes de financement, non seulement pour la campagne de contre-saison chaude, renseigne Massaer Diop, chef du réseau nord de cette banque. Donc au début, on avait prévu un financement de 9 milliards, mais in fine, on a réalisé 6 milliards de francs CFA. Et sur les 6 milliards de francs CFA, les 5 milliards de francs CFA ont touché 800 organisations paysannes. Et donc c'est plus de 16 000 producteurs qui ont été touchés par le financement sur la contre-saison chaude 2020. Mais également l'actuelle campagne hivernale qui sera elle aussi financée, poursuit-il. Sur la campagne hivernale, c'est 5,6 milliards de francs CFA qui ont été prévus pour cette présente campagne qui vient juste d'ailleurs de démarrer. Des efforts qui aujourd'hui visent à promouvoir la souveraineté alimentaire dans le pays. Saint-Louis. Yves Tendeng, Sud FM. Sud FM. Le Sénégal, classé deuxième pays dans le monde et premier en Afrique dans la riposte contre la Covid-19, le ministre de la Santé et de l'Action sociale réagit et engage ses équipes à redoubler d'efforts et insiste invite les populations à l'engagement communautaire en vue des événements religieux à venir. Voici le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, avec Amadou Moustapha Dian. Vous avez choisi de parler de la pandémie à Covid-19, de sa gestion au Sénégal, des résultats obtenus que notre pays a enregistrés et des perspectives aussi. L'actualité de ce thème ne fait aucun doute, vu que depuis le début de l'année, le monde entier est confronté à cette crise sanitaire sans précédent. Sa pertinence aussi, la pertinence du thème est réelle, car après 6 mois de lutte, il est important d'évaluer nos forces et nos faiblesses et de nous projeter, surtout que le monde scientifique cherche encore à mieux connaître cette maladie. Que mon département s'évertue à présenter un état périodique, ce fameux état périodique. En plus d'un point quotidien, nous présentons tous les mois un bilan sur l'épidémie au Sénégal, avec des analyses appropriées sur l'évolution de la maladie. Notre pays, le Sénégal, est cité en exemple dans le monde pour sa riposte contre la Covid-19. Et j'en veux pour preuve la 2e place mondiale qu'occupe notre pays suite à l'étude
du Foreign Policy Analysis est la première place en Afrique. Nous devons en être fiers en étant lucides, tout en poursuivant la mobilisation face au virus. Cette reconnaissance, nous la devons, la répétition est pédagogique, nous la devons au leadership de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Si nous n'étions pas bien préparés, certainement, nous n'aurions pas aujourd'hui parlé de riposte réussie. Nous nous souvenons du plan de préparation qui n'a rien à voir avec le plan de contingence que nous avions validé très tôt. En plus de la préparation, le chef de l'État a mis à la disposition des acteurs l'ensemble des moyens nécessaires qui figuraient dans le plan de contingence. Notre expérience de la lutte contre la COVID-19 sera retracée dans un livre blanc que mon département est en train d'élaborer. Ce document mettra l'accent sur la contribution du ministère de la Santé et de l'Action sociale à la réponse nationale. Bilan et perspective de la lutte contre la COVID-19, le Club Sénégal émergent engage la réflexion à travers un panel animé par la directrice générale de la santé et les experts du ministère. Beaucoup d'avancées notées, mais la stigmatisation et le respect des mesures d'interdiction de rassemblement sont à revoir. Amadou Moustapha Dieng. Le Sénégal classé deuxième pays dans la gestion vertueuse et efficace de la COVID-19 après la Nouvelle-Zélande, devant les pays développés et premier en Afrique. Une satisfaction pour l'équipe médicale qui a présenté aujourd'hui, dans le cadre des jeudis du Club Sénégal émergent, un panel sur la gestion, le bilan et les perspectives de la lutte contre la COVID-19 au Sénégal. Un panel présenté par Dr Marie-Khames Ndiaye Ngom qui est revenu sur les points forts de la lutte, notamment le relèvement notoire du plateau médical avec plus de 1000 lits et 35 centres de traitement, mais aussi l'apport non négligeable des populations à travers l'engagement communautaire. Toutefois, des faiblesses sont notées par rapport à la stigmatisation, aux décès communautaires notés pendant quelque temps, le refus d'accepter les tests, entre autres insuffisances, le non-respect des mesures d'interdiction de rassemblement, mais aussi l'irrégularité de fréquentation des offres de soins par rapport aux autres maladies. À la 37e semaine, Dr Marie-Khames Ndiaye indique que les cas contacts ainsi que les cas de décès sont en baisse. Toutefois, en vue des grands rassemblements comme le Magal, Dr Marie-Khames Ndiaye mise sur l'engagement communautaire. Ça ne fait pas de difficultés, c'est nous-mêmes qui l'avons identifié, ça de l'insuffisance dans l'encadrement et nous allons, dans les perspectives, on l'a suggéré, continuer la sensibilisation. La sensibilisation, c'est un processus continu, la communication, pour que, en tout cas, on ne peut pas éviter ces grands rassemblements, mais dans ces grands rassemblements, tout ce qu'il faut faire, c'est respecter les gestes barrières. Le masque, c'est difficile, ça ne faisait pas partie de notre culture, mais on est en train de le faire. Nous comprenons les modes de contamination de la maladie, l'écart entre les personnes, mais également l'hygiène individuelle et collective en se lavant les mains. Pour sa part, Youssoupha Diallo, président du Club Sénégal émergent, se réjouit des bons résultats obtenus par le Sénégal dans la lutte contre la COVID-19 et engage les populations à ne pas baisser les bras. C'est la rigueur, c'est l'efficacité, mais c'est aussi la réflexion internalisée, la réflexion domestiquée. Nos techniciens ne sont pas contentés d'imiter ce qui se fait dans d'autres pays, mais au regard de nos réalités et de notre contexte, ils ont imaginé des voies et solutions efficaces. Et ces voies et solutions sont aujourd'hui en train d'être imitées partout dans le monde. C'est par Kédougou que le ministre en charge des mines et de la géologie a commencé sa tournée dans la région naturelle du Sénégal oriental. Sophie Gladima est venue appuyer les nombreuses familles vivant de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée de l'or, durement impactées par la crise sanitaire. Elle répond à Boubacar Tamba. Bon, je ne peux pas vous faire la liste, mais on a ramené du riz, du sucre, de l'huile, des détergents parce qu'on en a besoin, des masques. Et le plus important aujourd'hui, c'est que déjà on est dans la vision prospective, comme le souhaite le président de la République, pour les accompagner dans d'autres secteurs, d'autres sources de revenus. Et c'est pour ça que nous avons ramené des tricycles et ensuite nous allons ramener une machine qu'on appelle la presse à huile pour leur permettre aujourd'hui de pouvoir fournir de l'huile de baobab à Dakar ou bien ailleurs. Donc voilà notre modeste contribution suite à la grande contribution que nous avions faite au départ, parce que depuis la Covid, ces familles avaient reçu des soutiens de la part de l'État, des soutiens de la part du ministère, mais également des soutiens de la part des sociétés minières. Et donc je pense que vraiment Kédougou a été bien servi. On rend grâce et on continue d'être avec la population pour leur venir en aide.
La division du commerce intérieur sensibilise les acteurs de la région de Sédhiou sur la conformité aux normes standards des outils de mesure des produits de consommation et des services. Ce jeudi, une rencontre de mise à niveau a permis de mieux comprendre les techniques et enjeux de la métrologie ainsi que les mécanismes de valorisation des produits locaux. Ibrahim Assar, commissaire aux enquêtes économiques et chef de la division du commerce intérieur avec Moussa Dramé. Cette rencontre est le prolongement d'activités de sensibilisation que nous sommes en train de mener au niveau de toutes les régions du Sénégal pour faire mieux connaître la discipline qui est la métrologie. Raison pour laquelle un projet de catégorie 2 a été financé par le cadre intégré renforcé, qui est un organisme de l'OMC qui aide les paiements comme le Sénégal à renforcer leur capacité commerciale pour un meilleur accès donc des produits sénégalais au marché donc international. De ce point de vue, les acteurs qui sont à la base du travail d'exportation, que sont les transformateurs, les exportateurs, les industriels, devaient être sensibilisés à cette matière importante qui est la base de toute qualité. Il y a une compétition féroce qui se fait au niveau international pour l'accès des produits, donc le Sénégal ne devait pas être en reste. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des produits sénégalais qui sont conformes aux standards internationaux pour plus de valeur ajoutée pour les producteurs, les industriels, mais aussi pour l'État du Sénégal. Quel est le dispositif pour le suivi au niveau local? Oui, au niveau local, il y a notre répondant qui est là, le service régional du commerce, donc qui représente toutes les structures du ministère donc, du commerce. L'idée d'une formation des acteurs, est-ce que c'est possible? Oui, c'est dans ce cadre qu'on est là. C'est un atelier de formation aussi, mais il y a des formations qui vont se poursuivre à Dakar. Aujourd'hui, il est clair que si vous ne faites pas un emballage attrayant, vous avez des problèmes pour écouler le produit. Donc de ce point de vue, nous avons discuté avec les GIE. On va essayer de revoir avec nos bailleurs comment développer un volet d'accompagnement. Parlons à présent du baccalauréat 2020. Certains élèves n'ont reçu aucun SMS ni entendu de délibération de leur jury au niveau des radios communautaires. Ils ont été obligés de consulter les tableaux d'affichage pour savoir s'ils sont admissibles au second tour. Un reportage de Aïssatou Gueiba. Ils ont tous des points précis à compléter, mais dans des matières différentes. Je dois compléter 14 points. Moi, en personne, je dois rattraper 40 points. 40 points. 40 points, oui. 14 points. Dans les deux lycées où nous sommes allés, deux filles sont notées. Si certains ont reçu leurs résultats par le biais des radios communautaires, d'autres par contre n'ont reçu ni SMS ni délibération à travers les radios. Ces derniers obligés alors de se contenter de lire les affichages. Nous sommes au lycée Galandou Diouf. Oui, on a attendu les SMS, donc on les a pas vus, mais il y a des élèves qui ont reçu des SMS, mais pas tout le monde. Pour mon cas, j'étais obligé de venir à l'école pour regarder au niveau du tableau. Voilà. J'étais obligée de venir ici à l'école pour regarder au niveau du tableau parce que je n'ai pas reçu d'SMS. Comme bon nombre d'entre nous, on n'a pas reçu d'SMS. Difficile pour nous d'avoir des éclairages à ce sujet. Cela est du ressort des jurys. Mais tout de même, le censeur de ce lycée a tenu à rassurer. Les résultats de cette année ont connu une hausse, même dans ce contexte épidémiologique. Rokhaya Diao, censeur du lycée. Par rapport aux années passées, je crois que la tendance n'est pas tellement baissière. Elle est vraiment exponentielle dans le sens positif du terme. Ça veut dire que nous avons de meilleurs résultats. Un discours qui prend une autre tournure au lycée Seydou Nourou Tall. Avant de statuer sur la question, il faudrait au préalable avoir les résultats du second tour. Guillaume Antoine, président du jury 1353 au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Avoir une idée claire, il faudra attendre ce que donnent les admissibles. Avec ce résultat, on ne peut pas avoir une idée très précise. Si on s'arrêtait là juste et qu'il n'y avait que ces admis, ça va être des résultats catastrophiques, c'est sûr. Mais nous avons un fort taux d'admissibilité pour ce qui est de ce centre. Donc attendons de voir ce que ça va donner et espérons que tout le monde sera admis. Y a-t-il une défaillance dans la délibération des résultats après le nouveau dispositif adopté par l'office du bac? En tout cas, certains élèves affirment qu'ils n'ont reçu aucun message ni aucune délibération au niveau des radios communautaires. Et en attendant, les examens du second tour vont se poursuivre jusqu'à vendredi. Sud International. À Bamako, ce premier jour des assises consacrées à la transition a pris fin tard dans l'après-midi. Il a été question de feuille de route et de la charte de la transition. Les échanges vont reprendre demain, Sori Ibrahim Maïga. Fin de la première journée des travaux de concertation focalisés sur la charte et la feuille de route de la transition avec comme terme de référence 5 axes prioritaires qui sont
le renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, le lancement des réformes institutionnelles, l'adoption d'un pacte de stabilité sociale, la promotion de la bonne gouvernance et la fixation du calendrier des élections. Les échanges de ce jour se sont déroulés sur fond de tension entre forces de l'ordre et la jeunesse du mouvement du 5 juin. Après le retour de l'accalmie, les travaux ont commencé avec la mise en place de 5 groupes parlementaires composés de délégués régionaux et assistés par des experts. Les discussions se sont poursuivies jusqu'à 17h passées avant de prendre fin. Les échanges vont continuer ce vendredi avec comme point inscrit à l'ordre du jour l'architecture et les organes de la transition. Sori Ibrahim Mega, Bamako pour Sud FM. En Côte d'Ivoire, sauf changement de calendrier, le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la validation ou non des dossiers de candidature le mercredi 16 septembre. Avant cette date, l'opposition continue d'exiger de cette institution le rejet de la candidature d'Alassane Ouattara, candidat pour un 3e mandat. Abidjan, Justin Assalé. L'opposition ivoirienne ne démord pas à ces quelques semaines de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Elle continue de mettre la pression sur le Conseil constitutionnel afin d'invalider la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Des femmes de l'opposition ont donc manifesté devant cette institution qui doit, sauf changement de calendrier, rendre public mercredi la liste des candidats autorisés à compétir. Dans le même temps, le PDCI-RDA qui s'apprête à investir son candidat à la présidentielle Henri Konan Bédié ce samedi 12 septembre à Yamoussoukro est formel. Maurice Kakou-Gikawe, le secrétaire exécutif du parti, avertit sur la requête en annulation de la candidature d'Alassane Ouattara. Je le cite: « Si le Conseil constitutionnel ne nous donne pas raison, on va voir ce qui va se passer », avant d'ajouter que le PDCI-RDA n'ira pas aux élections à n'importe quelles conditions, mais créera toutes les conditions pour aller aux élections. De son côté, Marcel Amontano, l'ex-ministre des Affaires étrangères et candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, affiche des inquiétudes, affirmant qu'il y a des tensions sur la CEI, le Conseil constitutionnel, la liste électorale, avant de poser la question suivante. À quoi sert-il d'aller à une élection si au soir du scrutin, celui qui est élu n'est pas bien élu? Pour lui, il faut une élection qui réconcilie les Ivoiriens, un scrutin qui sortira une fois pour toutes le peuple de l'angoisse des élections. Justin Salé, Abidjan pour Sud FM. En sport, c'est officiel, le Sénégal va organiser la prochaine CAN de beach soccer. La décision a été prise ce jeudi lors de la réunion de la CAF au Caire. La réaction du coach de l'équipe nationale, Ngalla Sylla, joint par Odile Minkilan. Tout d'abord, on remercie le bon Dieu et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, un grand chapeau à nos dirigeants, en l'occurrence son Excellence Macky Sall, en passant par son ministre Matar Ba, sans oublier la Fédération sénégalaise de football qui n'a aménagé aucun effort pour la réussite de cette candidature, parce que le délai était très court, parce que pour rappel, l'Ouganda devrait organiser cette CAN. Aujourd'hui, on a vu qu'en dernière minute, l'Ouganda a désisté et après le Sénégal, c'est un délai court, a pu constituer un dossier fort et aujourd'hui, la CAF a donné raison au Sénégal. Donc aujourd'hui, on est très content, on est très fiers de nos dirigeants. Encore une fois, félicitations à nos dirigeants. Maintenant, par rapport à la préparation, ce n'est rien d'autre que le travail. Il faut aller au travail. On attend que cette pandémie s'en va et après nous continuons nos activités. J'espère que dans un délai court, on va reprendre des activités, Inch'Allah. Et sur le travail paye, notre slogan c'est le travail. Donc il n'y a pas de secret, il faut aller au travail, travailler comme on a l'habitude de le faire pour essayer de remporter notre 6e CAN, Inch'Allah. Votre journal de la santé. Bonjour à tous. À Saint-Louis, 45 postes et cases de santé du département de Podor ont été nettoyés dernièrement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il s'agit d'un investissement humain des responsables de la sous-section départementale du syndicat autonome de la santé qui en ont profité aussi pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières. Ibrahima Diop est le secrétaire général de cette sous-section du SAS de Podor. Il est au micro de Yves Tendeng. C'était une journée d'investissement humain, c'est-à-dire le nettoyage des postes et cases de santé. Nous avons pu nettoyer 45 postes et cases de santé qui sont dans les différentes localités du département de Podor avec de l'eau stabilisée.
Nous avions également sensibilisé les populations, faire du porte-à-porte, sillonner les marchés, les rues, pour parler avec les populations, pour qu'ils respectent les mesures barrières contre cette pandémie qui est la Covid-19. Et Dieu merci, les populations vraiment ont adhéré à notre cause. Je remercie également les camarades qui ont vraiment participé pour la réussite de cette journée. Nous ne comptons pas s'arrêter là, puisque nous envisageons également de faire d'autres activités de développement, notamment des dons de sang, des consultations gratuites, du reboisement. Nous le faisons en tant que syndicat. Et il est de notre devoir aujourd'hui de s'associer à la solidarité nationale, donc pour lutter contre cette pandémie qui est la Covid-19. La Covid-19 risque d'anéantir des décennies de progrès pour éliminer les décès évitables d'enfants, avertissent plusieurs organismes. En 2019, le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde n'avait jamais été aussi bas, chutant à 5,2 millions contre 12,5 millions en 1990, d'après les nouvelles estimations sur la mortalité publiées par l'UNICEF, l'OMS et la division de la population du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Malheureusement, des enquêtes menées par l'UNICEF et l'OMS révèlent que ces décennies de progrès acquis au prix de grands efforts risquent d'être anéantis par les perturbations majeures qui frappent les services de santé en raison de la pandémie de Covid-19. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, il est 22h passé de 33 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Le Sénégal a atteint une situation qui dépasse l'ampleur des inondations de 2012 selon le Parti démocratique sénégalais. Le PDS demande au chef de l'État de dissoudre certaines institutions comme le HCCT, la délégation pour le dialogue des territoires, ainsi que le 16 pour mettre les fonds pour l'enveloppe du plan Orsec. Boutoupa Kamarakunda, une localité située dans le sud du pays, est en ce moment complètement isolé du reste du département de Ziguinchor. Les fortes pluies ont causé l'effondrement du pont entre Mawa et Kamarakunda. Les populations et les autorités impuissantes demandent une aide d'urgence. Le Sénégal, classé deuxième pays dans le monde et premier en Afrique dans la riposte contre la Covid-19, est cité en exemple partout dans le monde selon le ministre de la Santé. Abdoulaye Diouf Sarr engage les acteurs et partenaires de la riposte à poursuivre la mobilisation. À Bamako, l'architecture et les organes de la transition, 2 points inscrits à l'ordre du jour ce vendredi pour poursuivre les assises consacrées à la transition après une première journée déroulée sur fond de tension entre les forces de l'ordre et la jeunesse du mouvement du 5 juin. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio.